On continue donc de parler de la décision de la Cour constitutionnelle rendue ce mardi 3 mars qui donc valide la réélection de Faure Gnassingbé à la tête du Togo pour un 4e mandat avec 70,78% des suffrages. David, vous avez la parole avant la pause rapidement. Oui, alors je disais sur la question que vous avez posée, que beaucoup de Togolais avaient spéculé sur un changement de décision à tout moment venant de la Cour constitutionnelle, même si la CENI a transmis les résultats à la Cour constitutionnelle pour se prononcer là-dessus. Beaucoup espéraient que cette Cour rentre dans l'histoire en disant la vérité, selon ce qui est contenu dans le recours déposé par le candidat Agbeome. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Nous ne nous en prenons pas au travail qui a été fait par la Cour constitutionnelle, non. Mais ce qui a été fait aujourd'hui, c'est la résultante des résultats qui ont été introduits par la CENI à la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée cet après-midi. La Cour a estimé que les recours de Agbeome Kodjo sont recevables dans la forme, oui. Mais sur le fond, n'étant pas étayés par des preuves palpables, ne pouvaient pas passer. De toutes les façons, c'est quand même les textes qui ont été utilisés. Les recours. Mais Agbeome était quand même très sûr des choses qu'il a dit. Il avait brandi devant caméra un certain nombre d'éléments. Oui, mais ces éléments dont vous êtes en train de parler, j'en ai vu circuler sur certaines plateformes. Mais je me demande si les gens croient que c'est les plateformes qui sont le secrétariat de la Cour constitutionnelle. D'autant plus que ces documents qui ont circulé, d'ailleurs beaucoup qui sont faux, je ne crois pas que ces documents ont été versés à la Cour constitutionnelle. Je ne crois pas. Des gens, à quelques heures même de la proclamation, continuent de faire circuler certains documents qui sont a priori de faux documents. Parce que moi, j'en ai vu où on a exhibé des documents qui ne pouvaient pas être en possession de M. Agbeome Kodjo. Parce que c'est des documents qui ne peuvent qu'être au niveau de la CENI. Alors, la question s'est posée de savoir, mais d'où il a trouvé ces documents? Ou bien il les brandit, non pas à la Cour constitutionnelle, mais sur les réseaux sociaux. Et donc, il ne faudrait pas que les gens croient que, parce que il y a des histoires qui circulent sur les réseaux sociaux, que la Cour constitutionnelle va aller prendre ces histoires sur les réseaux sociaux pour en faire donc une étude et pour valider ou ne pas valider le recours que M. Mais ce que les gens disent, c'est que de la part de la Cour constitutionnelle, c'est la même chanson aussi. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle a fonctionné sur les textes et sur les éléments du document qu'on a donné à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle estime que les documents qu'on leur a envoyés, la Cour constitutionnelle, qu'on lui a envoyés, ne contenaient pas les preuves matérielles de ce qu'on est en train de reprocher à cette élection-là. Mais le contraire n'aurait pas pu se produire selon ces gens-là. Mais comment les gens vont se lever pour donner je ne sais pas, pour juger des choses sur des éléments que on pense. Ça s'est produit ailleurs. Non, je ne sais pas de quoi David est en train de parler. Non, c'est pas moi, c'est la Cour constitutionnelle ne peut pas se lever et aller raconter des histoires parce que les réseaux sociaux ont dit ceci ou cela. Si M. Agbeome, qui avait introduit les recours, avait ces éléments-là, il allait les verser à la Cour constitutionnelle qui les étudierait et verrait si vraiment ces documents-là sont des documents valables et donc juger sur ces documents. Malheureusement, la Cour constitutionnelle nous dit que les documents de preuve ne sont pas arrivés et ils ont fait même des enquêtes sur certaines des griefs. Ils ont fait des enquêtes sur le terrain qui sont révélées fausses parce que les personnes dont il est en train de parler ont reconnu que non. Des gens même ont signé des procès-verbaux. On nous a dit que les procès-verbaux n'ont pas été vus par ces gens-là. Alors, tout ça là, ça constitue des arguments fallacieux que le candidat Agbeome a introduit. Le plus curieux aussi dans l'affaire de ces recours, c'est que bon, c'est Agbeome Kodjo seul qui a introduit des recours. Par exemple, le parti arrivé en 3e position, l'ANC, dans 2 communiqués déjà, a estimé que ces élections ont été les plus frauduleuses. Mais je ne sais pas si l'ANC a versé ces éléments, ces preuves de fraude à Agbeome qui les a joints à son dossier. Mais ce que je sais, c'est que l'ANC elle-même n'a pas introduit de recours. L'ANC a l'habitude de ne faire introduire de recours. C'est aussi ça le problème. Et ça me permet, votre question me permet de relever, dans le développement de David tout à l'heure, quelques-unes des choses qui sont présentes dans
dans le mental des Togolais d'une certaine personne. Nous avons véritablement un problème de personnes, un problème de patronyme d'abord dans ce pays. Si on fait ce procès d'avoir volé, d'avoir fraudé les élections à Faure Gnassingbé, c'est simplement parce qu'il s'appelle un Gnassingbé. Il aurait été un Kokou ou un Kodjo, il n'y aurait pas eu ce procès-là. Le délit de patronyme. C'est le délit de patronyme là que les gens tentent d'attribuer à Faure Gnassingbé. Il aurait porté n'importe quel autre nom sur cette terre. Il aurait même gagné les 16 élections à 90% que les gens n'auraient trouvé à redire, première chose. La seconde chose, quand vous venez sur le cas de la Cour constitutionnelle, j'ai l'impression qu'on veut faire un procès à la personne d'Abdou Assouma, dont l'expérience n'est plus à démontrer. On peut, vous savez, ne va pas à la Cour suprême qui veut la Cour constitutionnelle qui veut la preuve. La dernière fois, la Cour constitutionnelle a été recomposée. La dernière fois, la Cour constitutionnelle a été recomposée et c'est au vu de son expérience qu'on l'a remis à la tête. Il saurait s'appeler peut-être Djagbavi ou Maître Djagbavi, je ne sais pas, Maître Agbo. Ça n'aurait pas posé de problème. Vous conviendrez que je ne vais pas dire de gros mots, mais la curiosité dans le cas togolais, contrairement à beaucoup de pays, c'est qu'on a des juges qui sont nommés, certains élus par le père et tout, mais c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle, contrairement au Bénin par exemple, où il est élu par ses pairs. Oui, ça, c'est la loi dont les députés togolais ont décidé de nous voter. C'est celui qu'on a nommé. Il y a eu récemment. Et celui qui a été nommé dans les deux qui revenaient au chef de l'État. Et il le nomme président. Alors, ça fait dire aux gens que si celui-là ne peut rien dire qui rame à c'est vrai que c'est cette interprétation est possible. Ouais. Mais qui fait cette loi? C'est l'Assemblée. Les contestataires de cette Cour constitutionnelle aujourd'hui étaient à l'Assemblée. Ils ont même validé cette proposition de modification constitutionnelle qui contenait le changement du mode de désignation de la Cour constitutionnelle. On aurait pu faire abstraction de donner au président de la République cette dénomination. Ils ont validé quand même parce qu'ils estimaient à un moment donné que ça ne leur posait pas problème ou même que ça servait à leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, Kodjo se dit président. Est-ce que vous pensez que s'il est président, en tout cas dans son monde de Disneyland, s'il est président, il va s'abstenir de nommer des présidents de la Cour constitutionnelle? C'est ça aussi. Maintenant, est-ce que cette personne qui est nommée, c'est ça la question, est-ce que c'est un profane comme moi, toi ou un autre, ou est-ce que c'est quelqu'un dont l'expérience en matière de droit constitutionnel est avérée? On peut reprocher à M. Abdou Assouma d'être celui qui est là. On peut tout lui reprocher, mais sur ses capacités à être juge constitutionnel, personne ne trouve à redire. La seule chose qu'on trouve à redire, c'est que tout le temps, il programme Faure Gnassingbé. Mais moi, j'aurais voulu que autre chose soit sortie des urnes et qu'on voit ici M. Assouma, avec son expérience, allait proclamer autre chose. Mais nous allons au suffrage universel. Nous allons à des élections, mais nous n'avons même pas le courage et l'humilité de reconnaître la sentence des électeurs. Parce que vous avez tout le temps que le peuple est souverain, le peuple va descendre dans la rue, le peuple a fait ci. Mais il faut avoir le courage, une fois que ce peuple souverain s'est prononcé, s'est décidé de respecter le choix du peuple souverain. Un certain Tchambakou Ayassor, avec sa CENI, M. Abdou Assouma, avec la Cour constitutionnelle, ne viennent qu'entériner en fait les choix du peuple. Maintenant, si on aura le temps de revenir à ce recours-là, tout ce que Agboyomé a brandi comme preuve, rien n'a été déposé pour soutenir ce que Agboyomé, pour soutenir ce recours-là devant la Cour constitutionnelle. Tout a été présenté devant la presse. Je me demande si nous, journalistes, nous sommes devenus aujourd'hui des juges constitutionnels pour apprécier de la qualité d'un document de fraude ou pas. Pourquoi on ne dépose pas, si tant est que ces documents-là sont avérés, pourquoi on ne les dépose pas à la Cour devant les juges constitutionnels? Alors en tout cas, on reste toujours donc sur le Togo et ses résultats définitifs qui ont été annoncés aujourd'hui, nous le disons. Est-ce que c'est la fin de la polémique? C'est donc sur ce sujet qu'on va partir. Alors, c'est pas vraisemblablement la fin de la polémique parce que dans le cas d'Agboyomé, aujourd'hui, même avant que la Cour constitutionnelle se prononce, moi j'avais cru à un canular en matinée quand j'ai vu la note. Finalement, j'ai lu, avant d'entrer en studio, une adresse, on a mis l'adresse du président démocratiquement élu qui a nommé un premier ministre. C'est-à-dire, il est véritablement, j'allais dire, dans ce rôle-là, il se prend pour le président élu. Oui,
Oui. Puisqu'il dit qu'il a été élu, oui. Le Togo n'est pas le seul pays dans lequel on retrouve cette situation. Je pense qu'au Kenya, Venezuela, il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé. Dans le sud de l'Afrique, au Zimbabwe. Le Gabon, il y a Jean Ping qui se considère comme... C'est pas nouveau. Mais qui n'a pas l'exercice du pouvoir, c'est ça aussi. Oui, mais c'est une façon d'imposer son autorité. C'est une façon de dire, je suis toujours présent, quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est pas un peu curieux de la part d'Agbeyome, quand il disait en 2015, il conseillait à quelqu'un qui se considérait comme démocratiquement élu dans les urnes, et qui contestait la victoire de Faure Gnassingbé, c'est le même Agbeyome qui lui rappelait que tant que les institutions habilitées à proclamer ont dit quelque chose, il faut respecter. Mais entre 2015 et 2020, il s'est passé beaucoup de temps. Mais la loi n'a pas vraiment changé. La loi n'a pas véritablement changé, mais il s'est passé beaucoup de temps. En 2015, Agbeyome n'avait pas été porté par une dynamique. Et cette année, il a été porté par une dynamique. Et cette dynamique lui a permis d'avoir 19%. En 2015, Agbeyome, c'était, je ne sais pas combien. 2015, il n'était pas au scrutin. 2010, il avait 0,9%. Voilà. Et donc, entre 2015 et 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, il incarne une dynamique. Et cette dynamique lui a fait avoir 19%. 19% dans l'électorat. 19% dans l'électorat du Togo, vous savez ce que c'est? C'est beaucoup. Hein. Mais des gens ont eu plus que ça. C'est beaucoup. Mais non. Fabre en a eu plus de 30. Pourquoi Fabre en a eu 36. Pourquoi il est toujours là? Parce que, vous savez, il a été porte-parole d'une dynamique. Donc, il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre aux électeurs, à ceux qui ont cru en cet appel, à ceux qui ont accepté de boycotter les autres candidats pour le suivre et voter pour lui. Et donc, on ne peut pas proclamer les résultats. Et Agbeyome va se dire, OK, je me tais, j'accepte, et puis c'est bon. Donc, c'est une façon de se dire, je suis toujours présent, je vais continuer par... c'est pas de la provocation que oui, c'est de la provocation. Nommer un Premier ministre, on annonce même qu'il y a un gouvernement qui va sortir et tout. Oui, non, d'abord... Je sais qu'en Angleterre, il existe le shadow cabinet, mais c'est pas ça. Non, ce gouvernement qui a été nommé, dont la liste a circulé sur les réseaux sociaux, c'est faux. Bon, ça a été démenti. Voilà, mais là, maintenant, le Premier ministre, s'il dit qu'il nomme un Premier ministre, son objectif, c'est d'avoir ça veut dire qu'il veut se faire entendre. Il ne peut pas, à quelques semaines de l'élection, accepter sa défaite. Tous les opposants le font. Ils le font pour attirer l'attention. Ils le font pour se dire, je suis toujours là, comptez sur moi, je ferai tout pour bloquer votre politique et pour créer des problèmes. Et donc, il est dans son rôle, mais ce rôle-là, il va le jouer jusqu'à quand? D'accord. Basile, ça veut dire Agbeyome joue simplement le bon rôle d'un mauvais perdant, c'est ça? Oui, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on perd les élections, Agbeyome, comme David est en train de le dire, a l'obligation de résultats devant ses électeurs à qui il avait promis qu'il irait prendre la présidence à midi. Et donc, comme ce qu'il avait promis, malheureusement, ne s'est pas produit, il faut que Agbeyome continue de dire non, moi, comme il a dit, si on me vole, je vais aller revendiquer les résultats et je vais vous donner le résultat du peuple. Mais il le fait bien. Hein, oui, il doit toujours continuer dans sa logique-là, faire comme si. Mais il sait pertinemment, M. Agbeyome Kodio n'est pas un petit voyou. Mais il sait pertinemment que ce qu'il fait ne réussira pas. Mais il est obligé de le faire pour au moins contenter ceux qui avaient eu confiance en lui. Et après, il leur dira, bon, nous avons tout fait, nous n'avons pas pu avoir le résultat que je veux. Donc, les années futures, nous pouvons encore faire quelque chose. Je crois qu'il a intérêt à le faire comme ça pour ne pas mourir de sitôt et politiquement. Je crois que c'est un peu ça. Mais, Agbeyome doit comprendre que le résultat vient d'être proclamé par la Cour constitutionnelle, la haute cour, qui gère donc la politique et qui gère donc le système dans lequel nous sommes. Et s'il continue sur cette lancée, il peut tomber sous le coup de la loi. Parce que là, les faits sont déjà jugés, entérinés, point tiré. Et si on continue, il est déjà tombé sous le coup de la loi. Si on continue de dire qu'on a un Premier ministre, qu'on veut former un gouvernement, ça c'est une conspiration contre la sûreté de l'État. Il veut provoquer... C'est dans les tests. Ah non. Dans quel test du Togo? Lorsque par exemple il y a un gouvernement qui est là et que vous formez un autre gouvernement, vous tombez même... Il y a l'article 150. Il y a l'article 150. Oui, il y a l'article 150. À quoi un Premier ministre nommé par Agbeyome va être facteur de sécurité? De toutes les façons, s'il continue par proclamer cela et que ce monsieur qu'il a nommé
commence par dire c'est moi le gouvernement et donc je dois faire ci, je dois faire ça, ça provoque des troubles. Ça provoque des troubles dans le pays. Bon. Et donc il peut tomber sous le coup de la loi. Pour le moment, il n'est pas encore tombé. Bon, pour le moment, il n'est pas encore tombé. On est d'accord. Non, il n'est pas encore tombé ou simplement les autorités sont dans la clémence, dans le, j'allais dire, dans... Cette tolérance est dangereuse. Ça, non, la question que vous posez, je veux rappeler quelque chose. Est-ce qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs, au-delà donc de cette proclamation, ce que Aguiomé faisait avant, il ne peut plus continuer par le faire. C'est ça le danger. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'Aguiomé se considère comme président élu, mais peut-être ce qu'on oublie un peu dans son cas, c'est que si d'aventure il avait été élu, il ne serait devenu président qu'à partir de mai. Effectivement. Non, c'est ce que je veux rappeler justement pour dire qu'en réalité, il y a eu une élection en 2015 à laquelle Aguiomé a reconnu que Faure Gnassingbé était le président élu, et ça, les preuves sont là disponibles. Et le mandat court jusqu'à mai. Et dans tous les pays, comme David disait tout à l'heure, où ça s'est passé, où on a vu des opposants s'autoproclamer président, où il y a eu cette dualité pour un temps, c'était dans des périodes hors de l'air. On a vu des présidents qui n'ont pas organisé leurs élections jusqu'à la fin du mandat. On a vu des prolongations. Et c'est pendant ce temps-là qu'on peut tolérer ce genre de choses. Je pense que M. Faure Gnassingbé doit partir aussi du fait que non seulement les Togolais l'ont élu donc jusqu'à mai, et qu'il reste garant de la sûreté, de l'intégrité du territoire. Le Togo est un pays trop sérieux pour qu'on nous dise aujourd'hui qu'on a 2 présidents. La seconde chose, c'est qu'il faudrait qu'il prenne en compte le fait que non seulement son mandat court toujours, mais les Togolais lui ont renouvelé la confiance à 70%, et qu'il faudrait qu'il use de cette confiance-là pour taper du poing sur la table et à un moment donné arrêter un certain nombre de comédies. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, je pensais, comme on le disait, Aguiomé très compétent et tout, mais aujourd'hui j'ai vu un document circuler avec le sceau officiel de la nation, quelque chose dont l'usage est restreint. Et Aguiomé, qui est au demeurant ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député, président d'une commission stratégique comme la commission de défense à l'Assemblée nationale actuellement, il y a un minimum qu'il doit savoir. Et je pense, au-delà de tout, que c'est en vertu de ça que quand vous voyez le profil même de celui qui prétend nommer comme Premier ministre, c'est un ovni, quelqu'un qu'on ne connaît pas et donc sur qui il est difficile de faire pression. Déjà nommé un ovni, il y a eu beaucoup selon mes informations, toutes les personnes qui sont proches de la dynamique et qui sont connues, notamment Madame Akamagbo, qui était pressentie pour ce poste, ont refusé de jouer à ce rôle-là. C'est dire qu'aujourd'hui, on sait aussi que si jamais il doit y avoir des conséquences pénales pour ce qui est en train de se passer là, on aurait du mal à retrouver le Premier ministre nommé. C'est à mon avis pour ça aussi qu'on prend quelqu'un qui n'est pas très connu du paysage, qui ces 30 dernières années n'était pas au Togo et donc qui aura du mal à retrouver ses marques. Maintenant, il faudrait, au-delà de tout, qu'on arrête cette comédie et qu'on aille au travail. Alors, Aguiomé, quand même, il prend ce rôle tellement au sérieux qu'aujourd'hui, il n'était pas à la rentrée parlementaire. Selon ce qu'il dit, il est le nouveau président. Je me rappelle, Jean-Pierre Faure avait tellement fait ça, mais après il est allé prendre son siège de député. Je ne vois pas un président de la République aller à l'Assemblée nationale. Mais il doit aller, il est président de la République, mais il n'est pas... Il se dit, il dit qu'il a été élu par les Togolais, donc il porte le costume depuis le 22 février du nouveau président de la République. Donc, s'il choisit de ne pas aller à l'Assemblée nationale, je pense que c'est un choix aussi personnel. Je ne crois pas que l'obligation est faite, lui est faite d'être présent. S'il ne veut pas y aller, il ne veut pas y aller. La preuve, des députés ne répondent pas à des rentrées parlementaires généralement. Pas tous. Oui, mais c'est jusqu'à quand, c'est ça aussi. Alors, la question de l'autoproclamation de président, là, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire politique du Togo. Bien sûr. Il y a eu 2003. Bob Akitani s'était adressé aux Togolais. Il le faisait depuis Paris. Il était dans une tanière quelque part. Il le faisait depuis Paris. Il parlait aux Togolais en tant que président de la République. Malheureusement, il n'a pas pu. Et Jean-Pierre Fabre
comment dire, à revendiquer sa victoire. Il a dit qu'il est le président, il a été élu président de la République, et pour manifester son mécontentement, il a battu les pavés pendant des années dans ce pays. Donc ce n'est pas nouveau. Alors, à la différence que aucun des deux anciens présidents autoproclamés n'a pas nommé son premier ministre. Je pense que la nomination du premier ministre, l'utilisation du sceau togolais, etc., fait partie d'une stratégie pour énerver l'adversaire en face, c'est-à-dire pour énerver et le gouvernement et le président de la République réélu. Et c'est une façon de leur dire, je suis là, vous aurez de mes nouvelles de toutes les façons, ne vous attendez pas à ce que je vous laisse à ce que je vous laisse le terrain. Dagbavi interprète bien les idées. Hein. C'est comme si... Et donc, est-ce que ça émeut quelqu'un en face? Mais ça émeut. Du tout. Ça émeut. La preuve, non, ça émeut. Du tout. Ça émeut. Qui par exemple? Aujourd'hui, ça émeut le gouvernement, ça émeut le Parti uni, parce qu'aujourd'hui, Agbeome compose le centre d'intérêt et de préoccupation de ses adversaires en face. Sinon, si Agbeome n'intéressait pas, si Agbeome ne faisait pas du mal de l'autre côté, personne ne le calculerait. Aujourd'hui, vous analysez ces sorties, c'est des sorties de provocation. Il fait des sorties pour provoquer, pour toucher la partie la plus sensible de l'autre en face. Mais curieusement, la partie en face, l'adversaire en face ne réagit pas. Et c'est une très bonne stratégie. Aujourd'hui, si quelque chose arrive à Agbeome, on dira, c'est le gouvernement, c'est unir, c'est telle personne. Mais peut-être que l'adversaire en face a compris sa stratégie, il le laisse faire, mais ce qui est bien, c'est que ça ne dure pas. C'est dans un délai, et puis après les choses vont se calmer et tout va reprendre. Alors, Basile, qu'est-ce qui peut ramener Agbeome Kodjo dans les rangs? Non, il faut une prise de conscience et qu'il comprenne qu'il a eu à diriger des grandes instances dans ce pays et qu'il se mette à la place de quelqu'un qui agit comme ça pendant que lui, il était donc aux affaires avec toutes les fonctions qu'il a occupées. Il doit se dire, mais comment je suis en train d'aller dans une dérive. Et donc je crois que c'est une prise de conscience qui doit l'amener à rejoindre les rangs, à regagner les rangs et à reprendre sa place à l'Assemblée nationale pour continuer par faire le travail pour lequel donc il a été élu à l'Assemblée nationale. Et parce que s'il continue sur cette lancée, je crois que c'est lui-même qui va se donner du mal. Parce que de toutes les façons, comme Dagbavi est en train de le dire, le gouvernement jusqu'à présent ne lui dit rien. Et tout à l'heure, on parlait donc de la rentrée parlementaire qui s'est opérée avant la proclamation des résultats. Il pourrait continuer par penser que peut-être les résultats de la Cour constitutionnelle me seraient donc au président, donc il faudrait que je prenne mes distances au moment. Maintenant que ça ne s'est pas produit de cette façon, eh bien, les distances qu'il aurait prises aujourd'hui, il aura compris que non, ça ne servira à rien. Il faut reprendre tout dans l'ordre pour qu'il puisse continuer par être député à l'Assemblée nationale et continuer le travail qu'il est en train de faire. Ça, donc, je crois que avec le temps, je connais Agbeome Kodjo, il va prendre conscience de tout cela. Son ami. Je connais Agbeome Kodjo. Tu ne peux pas ne pas le savoir. Je connais trop bien Agbeome Kodjo. Comment C'est un ami de vieille date. Non, mais je voulais dire un truc avant qu'on en finisse. C'est que les soutiens d'Agbeome Kodjo nous ont vendu l'homme comme étant une personnalité compétente, étant une personnalité, oui c'est vrai, au Togo, la personnalité a occupé de hautes fonctions, mais on a vu ça traverser de désert aussi. Hein. Quand vous êtes aussi compétent, vous arrivez quand même à vendre vos compétences à l'extérieur. Mais moi j'ai pas vu ça avec Agbeome et je me dis encore quand on coupe tous les câbles, c'est aussi si ça fait pas partie. Non, mais Agbeome a toujours été vendu comme un homme de réseau, un homme de relations. La preuve, les Alberto Olympia, on leur a coupé tous les câbles qu'on pouvait, mais aujourd'hui, ils continuent pas à vendre leur expertise à l'international parce qu'ils ont une expertise à vendre. Mais ce qui m'amène à parler de cette question de compétence du docteur Agbeome Kodjo, c'est aussi le fait qu'il ne sache pas simplement que pour être proclamé président de la République, il faut une prestation de serment. Je ne sais pas si le prélat Monseigneur Kodjo lui a fait faire une prestation de serment dans une église. Je crois puisqu'on lui a donné un drapeau et puis je ne sais pas, mais avant même les élections. Ce que je sais, en tout cas, quand on veut être président de la République du Togo, on le fait selon la Constitution. Et la Constitution
pour être président, après que votre élection soit dûment constatée par la Cour constitutionnelle, vous allez prêter serment sur une Bible. Et ça, c'est bien mentionné dans notre Constitution. Et qu'on n'ait pas tous ces éléments-là, qu'on s'autoproclame président. Non, c'est pas sur une Constitution. Bon. C'est sur la Constitution. C'est sur la Constitution qu'ils utilisent. C'est sur la Constitution. Ok. Donc, il y a cette prestation de serment-là à faire d'abord, avant d'être de plein droit dans le rôle de président. Et je pense que il faut ressortir toute cette compétence-là. Parce que moi, ce que j'aspire demain, vous savez, on est à la veille des 60 ans d'indépendance pour notre pays. Je me permets de faire un vœu, c'est que nos leaders politiques de demain soient non seulement compétents, mais maîtrisent nos tests de base qu'on s'est donné nous-mêmes. Monsieur Agbo Kodjo, avec toute son expérience, avec tout son parcours, qu'il a amené à croiser Basile à devenir un ami, doit savoir que le minimum, c'était pour un président en train de prêter serment. Et aussi, Basile le disait tout à l'heure, nous sommes dans une période extrêmement à risque. Nous avons les questions de sécurité sous-régionale qui nous entourent. Nous avons aussi la promotion de notre développement à faire. Et on ne pourrait pas continuer par se batailler autour d'une élection qui, malheureusement, a déjà son gagnant sorti des urnes. Merci, messieurs. J'aurais aimé que Basile explique un peu son amitié avec Agbeomé. Merci à vous tous également et à demain.